l'après-midi à présente. Je voudrais d'entrée de jeu féliciter l'ensemble des acteurs qui construisent les idées autour du compost, les mettent en place et partagent les idées pour la promotion de la culture biologique au Cameroun. Je suis à la faculté de relations ingénieur de monde, acteur de la sécurité alimentaire. Je suis le promoteur de l'entreprise AgroAnc, c'est un établissement qui a vu le jour en août 2020. Actuellement, on a près de 4 personnels permanents au quotidien et près de 30 stagiaires que nous formons au quotidien sur les itinéraires techniques agricoles, l'amélioration des semences, la production du compost, la transformation agroalimentaire, la production des biopesticides. Parce que lorsqu'on parle de l'agriculture biologique, l'accent n'est pas seulement mis sur le compost, mais aussi sur la protection de la plante. Donc, c'est vrai, mon confrère Magellan et les dames tout à l'heure ont déjà beaucoup parlé. Donc, je ne vais pas être assez long. Tout à l'heure, il y a eu deux préoccupations qui ont été soulevées, notamment la question de la sensibilisation des ménages sur les enjeux du compostage, les enjeux d'autres environnementaux et économiques. Je suis acteur dans le cadre d'un projet porté par le CIRAD. Il s'agit du projet FABA, formation agricole pour la banane plantée en Afrique sans pesticides. Donc, au niveau de la vulgarisation, ils ont pensé plutôt que ce serait beaucoup plus intéressant d'utiliser les vidéos pédagogiques pour sensibiliser, pour vulgariser davantage les pratiques d'ordre agroécologique. Avec l'avènement de la technologie, aujourd'hui, avec notre smartphone, peu importe qu'on soit en zone rurale, en zone urbaine, on a beaucoup plus la possibilité d'accéder à certaines informations. Donc, sur cet aspect de la sensibilisation, bien de la vulgarisation des techniques de compostage, je pense que c'est une approche qu'on peut essayer de mettre sur pied pour que davantage les populations soient informées sur ces différentes techniques-là. Parce que ce n'est pas évident aujourd'hui d'organiser des formations et inviter davantage les producteurs qu'ils s'y rendent, inviter davantage les ménages parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à faire. Il y a aussi eu une autre préoccupation, notamment l'aspect sur la qualité du compost. Pour notre confrère Mitamo, M. Sani Joël, qui se plaignait de la qualité du compost qui est produit par l'enquête. Et moi, je voulais dire ceci que le compostage n'est pas seulement le fait de rassembler des ordures ménagers, de les entasser dans un enclos sur une période de temps bien déterminée, et après on dit qu'on a produit du compost. Le compostage, c'est un art. Il y a tout un itinéraire technique, il y a un ensemble d'éléments qui entrent en jeu. Moi, je suis producteur de compost, j'ai mon itinéraire technique qui n'est pas très différent de ce que mon confrère Magellan utilise. On y associe le Titounia diversifolia, ça vous le connaissez très bien, qui en plus d'être un biofertilisant est aussi un biopesticide. On utilise de la cendre de cuisine pour équilibrer le pH du compost. On utilise du fumier, des déjections des animaux et associé maintenant aux ordures ménagères collectées un peu de partout. Et là, ça nous permet donc d'avoir un compost de qualité qui dispose des certains éléments majeurs dont la plante a besoin pour une meilleure croissance, un meilleur développement et une bonne productivité. Ça, c'est intéressant. Maintenant, le compost présente aussi d'énormes enjeux, notamment la préservation de la santé des sols, la préservation de l'eau, la préservation de l'environnement et la préservation de la santé des consommateurs. Maintenant, la question qu'il faut donc se poser, pourquoi avec tous ces enjeux-là autour du compost, autour de la culture biologique, on ne voit donc pas tellement d'acteurs, des producteurs qui s'impliquent tout autour.
Pourquoi les gens n'adoptent pas cette pratique-là? Et je crois que tout à l'heure, j'ai donné un élément de réponse. C'est parce qu'on a trop focalisé le débat au niveau de la nutrition de la plante et non aussi de la protection de la plante. Donc, c'est un élément majeur qu'il faut prendre en considération sans vouloir que l'agriculture, de façon générale ou bien en milieu urbain, puisse donc prendre de l'envol. Parce qu'une plante bien nourrie ne va pas l'empêcher de subir les attaques des insectes. Quand il y a les variations climatiques avec les excès d'humidité, il y a des champignons qui vont se développer. Donc, nourrir la plante ne va pas empêcher qu'elle subisse ces maladies-là. Donc, il y a donc une nécessité de pouvoir combiner tous ces différents processus techniques pour à la fin avoir donc, le développement de l'agriculture biologique au Cameroun. Donc, je vais donc m'appesantir actuellement sur l'itinéraire technique d'application du compost, qui jusqu'ici aussi n'est pas maîtrisé par la population qui achète ce compost-là. Et donc, au niveau des communes, on doit beaucoup plus mettre les accents là-dessus. Moi qui achète du compost, premièrement, c'est pour quelle culture? Je prends un exemple de la culture du bananier plantain, qui est différente des cultures maraîchères, un exemple de la tomate. On va déjà voir qu'au niveau des quantités, c'est différent. La quantité que j'apporte au bananier plantain serait différente de la quantité que je dois apporter à ma plante de tomate. Quel est le cycle de culture de la plante que je suis en train de mettre en place? Ça me permet de connaître quelles sont les différentes fréquences auxquelles je dois donc apporter mon compost. Il y a aussi le stade de croissance de la plante qui me permet aussi de définir la quantité exacte de compost que je dois apporter. Des choses que les producteurs, les utilisateurs de compost n'en savent pas. Et ils vont toujours à chaque fois se dire que le compost que nous utilisons n'est pas de bonne qualité parce qu'ils ne maîtrisent pas l'itinéraire technique de production. Il y a aussi la question liée à la fertilité du sol. Bon, c'est vrai, ce n'est pas un aspect qu'il faut prendre tellement en considération parce que faire une analyse de fertilité du sol avant d'utiliser le compost demande des coûts supplémentaires. La plupart des producteurs n'ont donc pas ces moyens-là. Mais c'est aussi un aspect fondamental pour que ce ne soit pas en ce moment du gâchis qu'on est en train de faire. Donc, il y a également un autre aspect sur lequel je voulais m'appesantir et je crois que c'est cela qui faisait beaucoup plus l'objet du thème ce matin, l'urbanisation de l'agriculture à travers l'utilisation du compost. C'est vrai que dans nos différents échanges, on n'est pas tellement entré en profondeur là-dedans. Mais là, j'aurais souhaité poser la question, peut-être à M. Joël. Si le cas de ce que nous faisons à Tchang peut être translaté dans d'autres villes, comme Douala et Yaoundé, qui sont des grandes métropoles que nous avons au Cameroun. Et on connaît donc ce qui caractérise ces différentes métropoles-là, qui sont notamment les industries qui naissent au quotidien, avec les pollutions atmosphériques, avec la dégradation des sols, la qualité de l'eau qui n'est pas en pointe, avec les émanations des gaz d'échappement. Et la plante, dans cet environnement, va donc absorber. Et lorsque le consommateur va donc ingurgiter ces plantes-là, il s'est fait lui-même intoxiquer directement. Donc, à ce niveau-là, je me dis qu'il doit encore avoir assez de débats, d'interrogations. Donc, je ne vais pas être assez long parce que mes confrères ont déjà presque tout dit. Je suis promoteur d'une start-up qui vient de naître il y a moins de 2 ans. Elle n'est pas loin d'ici. Peut-être demain ou bien ce soir, on pourra faire une visite là pour que déjà vous essayez de voir. Lorsqu'on parle de l'urbanisation de l'agriculture, il s'agit de quoi concrètement? Quels sont les systèmes innovants que les petits producteurs comme nous, pour le moment, ont donc mis sur pied pour continuer à fonctionner, pour continuer à desservir davantage la population avec les intrants agricoles de qualité, du compost de qualité, les biofertilisants de qualité. Merci. De fond, on touche vraiment aux questions les plus pertinentes de ce projet. Et moi, j'ai retenu
une autre dimension que vous avez soulignée, la formation par des vidéos pédagogiques que j'ai bien retenues et qui est intéressante. Il y a une question aussi de l'adoption des innovations. Comment est-ce qu'on adopte ces innovations, les innovations dans nos milieux, ici? Et quelque chose que tu as évoqué qui me titille, c'est qu'on a vraiment beaucoup focalisé sur ce que le compost apportait à la plante. On a négligé les autres aspects. Moi, je veux prolonger au-delà de la protection des végétaux, même de savoir, de dire à quelqu'un qu'un produit bio, voilà, ça améliore ta santé. Vous voyez, dire à quelqu'un vraiment qu'on démontre que ça améliore la santé, ça a une valeur même morale, une valeur qu'il faut mettre en exergue. Vous voyez, aujourd'hui, avec, comme je le dis toujours, toutes ces maladies qu'on a aujourd'hui, je ne veux pas dire que si vous prenez telle chose, vous n'aurez pas telle ou telle maladie, mais socialement, il y a une construction sociale qui doit être faite autour de l'utilisation du compost. Il faut que les gens sachent que les produits sains améliorent leur santé. Et si je pense que c'est aussi un angle qu'il faut bien prendre, à partir de là, les gens pourront davantage être intéressés. Et on sera davantage intéressés parce que, voyez-vous, vous êtes des entrepreneurs agricoles. Moi, depuis que j'ai ce projet, je comprends que moi-même, étant à Tchon, il faut que je cherche une parcelle pour faire moi-même mes produits. Vous voyez, parce que vous êtes là, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes dedans, vous avez des start-up, ainsi de suite. C'est intéressant. Mais on peut aussi demander aux classes moyennes, pour ceux qui peuvent avoir à la parcelle, d'autoconsommation, de faire de l'agriculture à base de compost. Et bien sûr, comme tu as des stagiaires, tu formes des gens. Là, on vient dans vos champs, on apprend un peu, on apprend un peu, et puis progressivement, on peut se dire que voilà nos produits qu'on consomme à la maison, ce sont des produits sains. Et là, socialement, on peut construire tout un discours autour et faire que les gens adoptent davantage le compost. Et je le dis parce que nous avons au moins un exemple ici de quelqu'un qui utilise le compost pour son propre agriculture d'autoconsommation, sa propre consommation. Et c'est Madame Kake. Je vais lui donner la parole. Je ne sais pas quoi dire, parce que depuis ce matin, j'ai suivi tellement de bonnes choses. J'ai beaucoup appris, quoi. Ce qui fait que lorsqu'on me donne la parole, je ne sais pas quoi dire. Ce que je fais, je le fais comme le profane, quoi. C'est-à-dire que je le fais comme le profane. Déjà, à la base, je peux dire que j'ai hérité cette façon de faire là, c'est-à-dire faire du compost. C'est après qu'on me fait comprendre que cela signifie faire son compost soi-même. Sinon, quand je dis que j'ai hérité ça de mes parents, j'étais toute petite et là on était toujours en ville parce que voilà, là c'est la ville, mais on avait un espace, on avait, je peux dire, notre concession.
On appelait ça construction, c'était quand même, c'était grand. Donc, nous avions un espace où on mettait là-bas, c'est-à-dire qu'on trouvait un bananier planté et on mettait là. Et cela nous donnait de très grands régimes. Et on est parti de là. Ce que je voyais faire, les yeux d'enfant, mais je voyais quand même. Progressivement, on mettait cela dans, c'est-à-dire nos légumes, là, et puis ça produisait, c'était waouh. Bon, ayant grandi, à un moment donné, je me suis retrouvée à Tchang. Lorsque je me suis retrouvée à Tchang, d'abord en location. C'est là où je me rappelle et qu'on pouvait même seulement aller aux sources et améliorer ce qu'on faisait avant, parce que quand il parle du trou dans la cour, là, je me revois. Oui, je me revois et c'est très intéressant. Et vous voyez, comme elle le dit, le produit, comme elle dit, vous prenez 2 produits, 2 tomates, l'autre pourri, vraiment. Et pour les aubergines, on va aussi le voir, alors que les aubergines traditionnelles, oui, et ça me rappelle vraiment, je suis obligé de partager un peu des expériences personnelles. Je suis allé au village et ma mère m'a cueilli des aubergines. Et vous devez faire le tarot et j'étais trop pressé, donc je suis rentré avec. Et là, on a mis du temps pour préparer et ces aubergines étaient encore intactes. Vraiment, c'est une expérience donc, qui me montre bien que quand on cultive biologiquement, on a des effets positifs qui sont réels, mais dans la vie courante, comme on est très occupé, on ne voit pas bien cette importance. Et ça m'interpelle en tant que consommateur, vraiment de réfléchir davantage sur ce que je veux consommer et ce que je vais acheter au marché, ainsi de suite. Vraiment, merci pour ce témoignage-là. Oui, bien sûr. Merci Aristide. Merci beaucoup pour le témoignage. Quand on a parlé tout au début de la journée, c'est une des premières questions que je vous ai posées. Est-ce que vous avez appris ça de vos parents? Parce que c'est vrai qu'en sociologie, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui passent par cet apprentissage intergénérationnel. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen peut-être à faire quelque chose avec les écoles de vos communes et de vos villes, peut-être de faire, si on sait surtout que c'est les enfants qui traitent les déchets, est-ce qu'il y a moyen de faire compostage et petits jardins urbains autour ou dans les écoles? Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir en écoutant aussi vos contributions qui étaient vraiment fascinantes, très intéressantes, pour moi il y a cette question de comment rendre visible quelque chose qui est invisible, ou en tout cas dans un premier temps invisible. Donc comment rendre visible le fait qu'un produit est mieux pour la santé, un meilleur goût, ok, le goût on peut le percevoir. Il y a cette question de comment rendre visible, puis après il y a toute la question de la temporalité qui est différente. On prend un engrais chimique, il y a quelque chose d'immédiat, mais ça tue en gros, non? Tandis que nous, c'est un peu la différence entre prendre un médicament qui va agir tout de suite, ou alors prendre des vitamines qui sur la durée vont renforcer tout un système. Et je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose là autour de la temporalité pour expliquer aux gens que c'est pas cet effet immédiat, que c'est vraiment de poser les bases d'une agriculture saine qui renvoie aussi à un corps sain, évidemment. C'est juste des idées qui me sont venues en vous écoutant. Voilà, merci.
on s'est rendu compte que les agriculteurs déjà engagés dans une logique de durabilité, donc ceux qui se sont convertis en bio et autres, et qui avaient déjà compris qu'il faut toujours du temps pour que les choses puissent bien agir, étaient la meilleure cible. Et à ce niveau-là, je peux recommander à tous ceux qui s'engagent aussi dans cette logique de donner la priorité à des éco-agriculteurs en matière de vulgarisation du compost. Là, ça permet de faire rapidement impact avec les budgets qui le plus souvent sont très limités et qu'à la fin, on ait des résultats qui peuvent encourager la pérennité du projet. Et actuellement, par exemple, dans la Mounois, nous avons la coopérative des opérateurs bio impulsée par le GAD qui s'est mis en place. Et c'est donc une porte d'entrée exceptionnelle, notamment pour l'AMGED en matière de vulgarisation du compost, puisque la plupart des personnes qui se sont engagées dans l'activité biologique ont déjà cette notion de temporalité intégrée dans leur façon de faire. Et ils comprennent plus facilement qu'on peut attendre qu'un intrant prenne du temps pour produire. Je voudrais sur la base de mes expériences au quotidien revenir sur la question de la temporalité dont la dame a soulevé tout à l'heure. Parmi certaines spéculations que je produis, il y a la culture de la fraise. Pour cette culture, moi j'ai 2 fertilisations que je pratique au quotidien. En engrais de fond, j'utilise du compost. Et étant donné que le compost prend du temps pour se minéraliser, pour que les éléments nutritifs soient disponibles à la plante, j'ai donc développé une autre technique de fertilisation en fabriquant des biofertilisants qui s'appliquent à la plante à travers une fertilisation foliaire dans un pulvérisateur. Donc là, on épand plutôt ces produits sur les feuillages, sur les tiges. Et là, la plante l'absorbe directement. Donc là, ça résout dans la question de la temporalité et c'est toujours un processus biologique. Pour le cas de mes fraises, j'utilise du Tithonia diversifolia, les urines de lapin avec de la cendre de cuisine que je fais fermenter durant 2 à 3 semaines. Après, donc, j'ai fait l'extraction du purin. C'est dans ce purin-là que j'effectue des traitements 3 fois par semaine. Et là, j'ai toujours une récolte intéressante. Je récolte minimum 3 fois par semaine. Intéressant. Oui, bien sûr. Je voulais rebondir là-dessus aussi pour dire qu'on donne beaucoup d'importance aux compétences. Et en vous écoutant, j'ai vraiment l'impression de faire face à des artisans de la transition écologique. C'est épatant les connaissances que vous avez et que Madame a aussi acquises dans ce champ de création de compost. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre en avant, comme disait le monsieur des jardins d'avenir, semences d'avenir, pardon, de distinguer les différents types de compost pour différents besoins. J'ai trouvé ça vraiment fascinant, c'est quelque chose auquel je n'avais pas nécessairement pensé. Et comme le disait le monsieur du GAD, il y a ce système de certification des pairs qui existe pour l'agriculture biologique. Et peut-être qu'un système semblable de partage entre les pairs peut se mettre en place autour de ces techniques ou compétences de création de compost. Comment est-ce que les agriculteurs peuvent partager entre eux en prioritisant, comme vous dites, les agriculteurs biologiques pour apprendre et partager entre les pairs, on va dire. C'est eux qui devraient créer l'application. Si nous évoquons le concept de social ici, il faut également voir la catégorie sociale. Nous allons remarquer à Tcham par exemple, le compost que nous vendons à la commune. La plupart des clients que nous appelons petits clients, quand ils viennent, ils font le premier achat. La plupart du temps, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas juste parce qu'ils attendent des effets immédiats, comme on l'a dit. Quel que soit le type de sensibilisation, quelle que soit la fiche technique qu'on met à leur disposition, ils ne respectent pas déjà cela. Quelqu'un va avoir peut-être une chambre de, disons, 500 mètres carrés. Il vient, il achète un sac de compost, 2 sacs de compost, 3 sacs de compost. Mais c'est normal qu'il n'ait pas de résultats. Quel que soit l'accompagnement
qu'on lui donne, il ne peut pas avoir des résultats. Du coup, il part. Parfois, il part même, il répand un mauvais discours par rapport au compost. Ouais. Par contre, ceux qui achètent à partir de 20 sacs, ils connaissent déjà pourquoi ils achètent le compost. Ceux qui achètent à partir de 5 tonnes, c'est-à-dire 100 sacs en montant, ils connaissent pourquoi ils achètent le compost. Ils connaissent le rôle du compost. Parfois même, on n'a pas besoin de leur donner un itinéraire technique spécifique parce qu'ils connaissent l'importance de cet achat-là et l'importance de ce stock-là. C'est juste ce que je voulais ajouter à la sortie de Madjana. Qui va vulgariser le produit. Ça sera plus nous les acteurs de l'agriculture. Donc si peut-être en fabriquant la prochaine fois, augmenter un ingrédient qui va stimuler l'action, dit que bon, voici le compost qui est fait pour les cultures maraîchères, voici le compost qui est fait pour les cultures, les arbres fruitiers ou les cultures vivrières. Merci beaucoup. Merci. Je suis éducateur en gouvernance locale et développement. Et quand j'écoute des responsables d'organismes, des représentants de communes, aussi des décideurs, parler de tout le volet stratégique de leur démarche sans toutefois inclure la communication, pour moi ça me dérange un peu. Pourtant, on évoque dans chaque intervention la diffusion, la vulgarisation, la sensibilisation, la réticence des acheteurs. Comment est-ce que vous voulez que les gens adhèrent s'il n'y a pas un accent mis sur deux aspects? Parce que tout ce qu'on dit, moi je regroupe ça dans le changement de comportement. Le changement de comportement qui est le fond de ce qui se discute ici. Et pour le changement de comportement, il y a deux outils qui sont très utilisés dans le cadre social. Je pense que le professeur sociologue le média pour le contraire. On a la communication sociale et le marketing social. Chaque structure qui œuvre pour des éléments qui sont bénéfiques pour la société, au préalable, une fois que le leader ou le porteur du projet a le produit ou l'idée, il doit penser au marketing social. Comment susciter l'adhésion de sa cible? C'est la première chose. Et là, ça impose un plan stratégique, un plan marketing stratégique, obligatoirement. Mais ce n'est pas l'apanage de beaucoup de promoteurs de structures. Après quoi, il y a la communication. Comment est-ce que je me positionne? Quelle est l'image que je dégage dans la société face à mon produit pour que, parce que, disons-le, même s'il y a un mauvais produit, vous pouvez toujours vendre. Mais avec le langage, la démarche marketing et communicationnelle que vous utilisez, les gens pourront toujours adhérer en attendant que ça se fait. Sinon, beaucoup pensent plus au volet managérial, c'est-à-dire comment avoir de la matière première, comment produire, mais difficilement ils structurent comment diffuser et faire le suivi. Et là, c'est très compliqué. Là, ce que je constate ici. Maintenant, pour les communes, beaucoup ont cité l'exemple de la commune de Tchang. La commune de Tchang fait simplement usage d'éléments qu'on appelle le marketing territorial, c'est-à-dire que l'image et le positionnement. Sur 360 communes au Cameroun, on sait que dans cet échiquier, la commune de Tchang est spécialiste en gestion des déchets. Ça, c'est l'image qu'on a de la commune de Tchang quand on veut parler des déchets au Cameroun. Chacune des communes de notre pays a forcément une spécificité, on en parlait avec Bouba. Mais comment est-ce que structure ça pour que ce soit connu et favoriser justement la coopération décentralisée? Comment est-ce qu'il structure ça? Toujours question de marketing social et communication sociale. Donc, vivement, quand on pense à vos projets, à vos produits, structurez d'abord le marketing et la communication avant d'y plaire. Merci beaucoup. Merci. Et malheureusement, nos collègues qui ont fait ces analyses, alors notamment Stéphanie Grand et Isaline, ne sont pas ici. Mais ce que je retiens quand même, c'est de manière générale, ce qu'elles disent, c'est à peu près, alors il y a des différences de qualité qui sont importantes, mais quel que soit le compost que vous utilisez, c'est mieux que ne pas utiliser le compost. Je pense que ça, c'est une compréhension banale, mais extrêmement importante. C'est ça. Voilà, mais il faut aussi comprendre dans le contexte suisse, il n'y a peut-être pas la même dimension productiviste que chez vous. Donc la qualité du compost pour l'agriculture urbaine n'a pas la même importance que chez vous. Hein. Donc c'est pourquoi on ne va pas aussi loin que vous. Donc vous allez beaucoup plus loin
en trouvant un petit peu les bons composants du compost, ce qui est très très important. Je veux aussi répondre à une thématique qu'on n'a pas discutée, mais qui est une thématique importante qui a été soulevée par vous, je pense. C'est l'urbanisation de l'agriculture. Et à Lausanne, effectivement, dans les sols ainsi que dans les composts, on a trouvé, alors notamment dans les sols, on a trouvé plus de polluants. Et c'est à cause d'une histoire industrielle à Lausanne, où il y a effectivement plusieurs polluants. Il y a même une chose qui a été fortement médiatisée récemment, parce que les incinérateurs des déchets, ils ont créé des dioxines dans les années 50 et 60, qu'on encore retrouve dans le sol. Donc c'est presque un scandale, c'est un petit peu exagéré. Donc si on ne mange pas trop d'œufs par semaine, ça va aller. Hein? Oui. Et de toute façon, même avec cette pollution qui est dans nos sols, la pollution n'est pas aussi importante que c'est dangereux pour la santé humaine. Ceci dit, c'est naturellement mieux d'avoir une agriculture bio qui est vraiment pour la population. Je veux quand même poser une question encore technique et je profite de la présence. Je vais te poser 3 questions maintenant. Hein. Une question notamment à Joël parce qu'on avait cette discussion sur ce qui est mieux, hein, entre guillemets. Est-ce que c'est le compostage, disons, dans un bac ou avec une certaine technologie, ou est-ce que c'est préférable le paillissage, hein, au final, de mettre des déchets biodégradables directement sur le sol, voire même la pratique, la technique traditionnelle avec des fosses. Ça, je pense que c'est quelque chose qui... On peut aussi peut-être reprendre cette discussion après la pause. Une deuxième question, c'est une question un petit peu sensible peut-être. On vous a écouté, il y a plusieurs entreprises privées liées à Zamjed. Est-ce que vous êtes des partenaires ou est-ce que vous êtes des concurrents? J'aimerais vous entendre là-dessus. Je pense que c'est important pour la réflexion sur cet enjeu. Et finalement, le monsieur Ducat n'est plus là. J'espère qu'il va revenir parce que nous avions une stagiaire qui est ici, une étudiante qui a travaillé un petit peu sur l'agriculture biologique ici. Et moi, j'étais très enthousiaste à cause de leur système de certification. Et j'étais enthousiaste parce que ce n'est pas un système de certification comme en Europe ou en Amérique du Nord, où c'est vraiment des protocoles extrêmement stricts qui sont trop contraignants pour les paysans, pour les agriculteurs, mais qu'il y a beaucoup plus de flexibilité, il y a un petit peu le contrôle social, si le voisin fait bien ou pas. J'aurais aimé entendre un petit peu plus sur ça et je pense que ce type de certification a un potentiel bien au-delà du Cameroun. Parce que pour moi, le futur, ce n'est pas une bureaucratisation, une technicisation de l'agriculture. Et voilà, je pense que là, c'est un potentiel assez important. Je serais assez intéressé d'en savoir plus. Je m'arrête ici. Merci pour votre patience. La majorité de ces clients sont des petits clients. Quand ils viennent, ils veulent directement des effets. Celui qui vient pour l'effet immédiat, c'est normal qu'il vienne, il achète ses 10 sacs ou bien ses 20 sacs, après il part. Madame Kaku, par exemple, elle est peut-être à son troisième achat. Elle vient, c'est parce qu'elle est déjà passionnée de ça. Et elle a déjà expérimenté, voir que le produit qu'elle a est plus farineux, le produit qu'elle a est plus résistant. C'est la raison pour laquelle elle revient. Or, ceux qui reviennent, ce sont des gens, excusez le mot, ce sont des personnes qui sont un peu pauvres. Excusez vraiment le mot. Donc, ils font de l'agriculture de subsistance. De temps à autre, ils vendent leur production pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Maintenant, s'ils viennent prendre le compost, ils ne parviennent pas à avoir le rendement, c'est normal qu'ils partent, ils ne reviennent plus.
Donc c'est ça en fait la problématique. Aux trois questions du professeur René. C'est-à-dire la première question, quelle est la bonne technique pour composter en présentant les options qui sont disponibles, l'étalage de la matière organique ou la construction des tas? La réponse va être ça dépend. Ça dépend le plus souvent de trois situations, dont la première est la distance qui sépare le lieu de production du déchet et son lieu d'utilisation. Plus on est proche, mieux il faut l'étaler. Le deuxième paramètre dont ça dépend, c'est la nature du déchet. Les déchets qui se décomposent en attirant beaucoup de mouches et en faisant beaucoup d'odeur ne sont pas bons à épandre directement sur le sol. Madame Kake parlait tout à l'heure des déchets de viande et de poisson qu'elle préfère mettre au fond. Justement parce que leur dégradation va attirer beaucoup de mouches et les odeurs de diamant vont être dégagées. Ça ne sera pas bon pour les gens qui vivent tout autour. Et le troisième facteur dont ça dépend de ça, c'est la nature de la culture sur laquelle on est en train d'appliquer. Il y a des cultures qui, pendant leur processus de développement, vont bien aimer le paillage. Il y a d'autres qui vont moins apprécier. Donc, en fonction de ces trois paramètres, on peut prendre, selon le contexte où on se trouve, la décision sur la technique qu'il faut appliquer et qui sera optimale. Le deuxième point sur lequel je veux intervenir, c'est concernant les SPG, puisque M. Sani a déjà fait la précision sur la complémentarité qui existe entre nos entreprises et l'AMGED. Oui, en tant qu'initiateur de ce processus aussi, les SPG, ça veut dire le système participatif de garantie. C'est une approche de certification seconde partie qu'on a développée ici en vue de faciliter la reconnaissance de la qualité biologique des produits développés par les agriculteurs bio du département, surtout qu'ils sont essentiellement vendus dans les marchés locaux. Et le principe de fonctionnement, il est simple. En réalité, lorsque vous produisez un truc qui est bio, dans une première fois, quelqu'un peut valider la qualité biologique de son produit du fait de la confiance qu'il a vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, quand je dis par exemple que j'ai du miel qui est bio, au moins 90% des gens qui entendent ça vont dire oui parce qu'ils connaissent ma ligne éditoriale, ils connaissent ma ligne idéologique en matière d'agriculture, ça fait que je ne peux pas faire autre que le bio. Donc là, c'est de l'auto-certification. Lorsqu'il arrive maintenant dans une situation où le producteur est là, et le consommateur est là, et qu'il s'agit de deux personnes qui ne sont pas éloignées, qui peuvent prendre du temps pour s'asseoir et s'échanger. Alors, ils peuvent de manière commune, de manière en se concertant, définir un ensemble donné de normes et de procédures à mettre en œuvre qui doivent être respectées pour qu'un produit à la fin bénéficie de la mention biologique. Là, on est donc dans une certification seconde partie, dont les systèmes participatifs de garantie en font partie. L'avantage de ce système dans notre contexte, c'est d'abord qu'il est très peu coûteux, parce que les charges relatives à la certification sont nettement réduites. Contrairement par exemple à une certification tierce, il faut appeler un organisme certificateur qui est indépendant du producteur et du consommateur, qui a tout son cahier de charges, qui a son budget et qui doit faire son chiffre d'affaires en coupant sur la marge du producteur et en augmentant le prix d'achat au niveau du consommateur. Donc les SPG, nous les avons adoptés justement parce que c'est une approche de certification plus adaptée pour une agriculture territorialisée et ça marche bien. On est en train de le construire de plus en plus. Actuellement, il est déjà quand même assez avancé dans la mise en œuvre. Nous l'avons baptisé le SPG Etsombon. Etsombon, c'est un concept en yemba qui signifie les bonnes choses ou la bonne nourriture. Et son logo existe déjà. Je pense que dans la présentation, vous avez vu la photo de la boutique qui existe là en ville, qui est un des points de vente des produits certifiés par ce SPG. Merci. En agronomie, comme dans la TIC, la technologie évolue. Vous n'allez pas nous empêcher d'évoluer en technologie. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous sommes en présence de la matière organique. C'est la matière organique qui est en réalité le fond. Et nous disons que au-delà de la matière organique, qui au départ sur le compost, nous avons développé d'autres techniques. Et tout à l'heure, on parlait de déjection animale. Il n'y a pas que ça, il y a aussi certaines espèces végétales, notamment les légumineuses. Le caliandre, bon, bien sûr on a cité le titunia aussi, le mukuna, le desmodium, on en voit tout à l'heure à l'extérieur à Boumagila. Donc il y a toutes ces espèces qu'on associe dans le compost et qui donnent au compost une valeur ajoutée, notamment en termes d'azote, qui y est manqué. Et je ne crois pas qu'en disant ça,
on a mis la croix, non, on a amélioré. Je crois qu'en parlant du compost amélioré, on reste vraiment dans le bio. Et à partir du moment où on reste dans le bio, à mon avis, on ne devrait pas s'inquiéter. Je voudrais rappeler qu'il n'y a aucune compétitivité entre nos deux différentes structures et l'AMJET. Parce que je voudrais rappeler que l'AMJET, à l'époque de M. Barthélemy, nous avons signé des conventions qui nous gratifiaient du compost dans nos parcelles de démonstration. Ça en est de un. Maintenant, la complémentarité, c'est dû au fait que lorsque les gens viennent acheter du compost à l'AMJET et qu'ils ne maîtrisent pas les itinéraires techniques, nous également, nous intervenons pour l'accompagnement dans ce sens-là. Donc, il n'y a aucune compétitivité entre l'AMJET et nos deux structures. Voilà. Maintenant, je souhaiterais revenir sur une préoccupation qui a été soulevée par, je crois, M. Joël et les responsables de la commune. Et je souhaiterais utiliser ma casquette d'agronome pour défendre cela. Par rapport à la disponibilité immédiate des éléments nutritifs du compost. Il y a un paramètre très important lorsqu'on est en train de maturer le compost, qui est notamment le rapport carbone-azote. Lorsque ce rapport est très élevé, il y a une minéralisation rapide des éléments nutritifs qui sont donc disponibles à l'immédiat pour la plante. Cela voudrait dire que lorsque le carbone est élevé, il y a développement rapide des micro-organismes qui vont donc minéraliser rapidement la matière et rendre les éléments nutritifs disponibles pour la plante. Maintenant, lorsque ce rapport carbone sur azote est faible, la minéralisation est donc plutôt lente et les éléments sont donc disponibles progressivement. Maintenant, quel serait donc l'impact si on faisait donc un compost avec un rapport carbone sur azote élevé? On perdrait complètement tous les objectifs, tous les enjeux du compost, qui seront notamment la préservation de la fertilité du sol à long terme. Parce que si les éléments sont vite disponibles, alors le compost perd ses qualités. La restauration de la structure du sol, activer la vie du sol, on n'aura donc plus ces éléments-là. C'est donc pourquoi il faudrait donc que les maîtres composteurs soient suffisamment formés encore à ce niveau-là pour avoir un rapport d'équilibre entre l'azote et le carbone dans le compost. Mais sinon, tout est possible. Si un utilisateur souhaite qu'on lui fasse un compost où il aura une disponibilité immédiate des éléments nutritifs, c'est possible, mais c'est pas durable. Donc, faire des propositions, c'est très bien. Mais voir maintenant quel est l'enjeu de ces propositions-là. Parce qu'on a jusqu'à essayer d'enrichir le compost sur les sites avec du titonia. Mais maintenant, lorsque tu pars maintenant y apprécier, pour avoir maintenant un compost qui est suffisamment riche, quelle quantité de titonia? Est-ce que dans la durée, est-ce que cela est possible? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui relèvent tout simplement de l'échange théorique. Mais maintenant, dans la réalité, tu te rends compte que c'est un peu difficile. On fait un exercice depuis ce matin, celui de croiser les regards, des différents acteurs, de différents stakeholders, comme on dit. Et il ressort bien entendu qu'il y a vraiment des choses à faire, qu'il y a de la ressource. Et par rapport à d'autres projets, nous-mêmes, on a beaucoup appris et j'espère aussi que vous avez appris de ce que nous avons fait, parce que c'est ça aussi l'intérêt de ces rencontres, c'est l'échange d'expériences. Et nous, à l'université, on nous accuse toujours de ne pas nous rapprocher du monde professionnel, d'être campés dans nos théories, nos concepts qui n'ont rien à voir avec la réalité souvent. Et donc vous nous montrez là qu'il y a des raisons d'espérer et d'être content finalement qu'on a fait un projet qui peut changer les choses, qui donne de la voie, du chemin
et nous sommes particulièrement satisfaits pour cela. Et j'ai bien vu les différentes stakeholders, l'administration, les associations, les pratiquants comme vous, des points de vue qu'il faut croiser pour avancer. Et là, je vous remercie beaucoup pour cela. Et je pense que nous avons des chemins et de tout ce qu'on a dit, je vois des axes qu'il faut creuser ensemble pour évoluer vers cette agriculture durable qu'on appelle de tous nos voeux et qui deviendra progressivement un impératif. Monsieur Joël et Monsieur Mouye, ainsi que tous nos invités qui ont passé toute la journée avec nous à discuter, à nourrir des réflexions. J'aimerais vous dire merci beaucoup. Merci. Bien, moi pour terminer aussi, j'avais prévu là ce mot de remerciement parce que le Covid dans ce projet nous a donné des frayeurs. On n'a même pas un instant, on n'a même pas imaginé qu'on pourrait se retrouver comme ça. Donc, vraiment, je remercie beaucoup le prof René, Marlene et tous les étudiants qui sont venus, ils ne sont pas là, qui ont pris le courage, parce qu'à un moment donné, il fallait être courageux pour décider de voyager. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, j'avais un voyage à Bordeaux. J'ai eu le visa et tout. Le jour, la veille de mon départ, on me dit qu'il y a un nouveau variant, machin, tout ça. J'ai dit que non, je devais pas. J'ai dit tout était préparé. J'ai dit que je ne pas plus. Vous voyez, donc, vraiment, on a passé par avec le Covid, les obstacles du Covid. Et vraiment, je suis très content aujourd'hui qu'on se retrouve là. Vraiment, merci beaucoup au prof René. Merci à Marlene d'avoir accepté de venir dans notre pays. Vraiment, nous en sommes très contents. Très très content. Merci à toi, Roland, d'avoir managé tout ça. Et vraiment de façon magistrale. Merci à Eric qui, son baptême de feu, je crois qu'il a réussi de manière géniale son baptême de feu parce que c'est j'allais dire son baptême de feu. Quand je dis, je sais de quoi je parle. Donc, là, il a vraiment réussi et vraiment c'est bien et ça nous montre vraiment que je peux me réjouir aussi d'avoir des produits à qui je peux confier des choses. Je suis très content. Je veux aussi que ce soit professionnel ou praticien. Il a deux facettes, c'est-à-dire que quand il passe il a des facettes quand c'est du côté professionnel, quand c'est le côté académique aussi. Et puis je lui dis qu'il faut venir à l'université, il hésite encore à faire son choix. Bon, j'espère qu'il se décidera. Voilà, donc merci beaucoup. Pouvoir confronter ce que nous faisons de manière opérationnelle avec la recherche universitaire. Et cette recherche a donc questionné nos pratiques et en termes de ce qui nous a permis, donc, en termes de leçons apprises, de nous rendre compte que ce soit le compostage ou son utilisation en agriculture,
il est important de pouvoir intégrer les habitudes des producteurs, d'une part des déchets, mais aussi des agriculteurs. Parce qu'au demeurant, on n'est pas seulement dans une activité technique, mais dans une activité qui regorge une grande composante sociale. Et voilà donc, faire cette étude donc comparative entre Tian et Lausanne nous a permis au demeurant donc de se rendre compte, surtout en étant allé sur le terrain à Lausanne, que le compostage c'est une pratique qui est la même partout sur tous les territoires et que les éléments fondamentaux étaient les mêmes, il s'agit donc notamment de la matière fermentescible, de l'eau et de l'oxygène. Et on s'est rendu compte donc que le compostage qui était donc fait à Tian était bien, mais que nous devons mettre un accent particulier sur la sensibilisation afin que ce produit puisse être adopté par les agriculteurs et ce que cela garantit donc la durabilité de nos pratiques. Voilà. Dans l'atelier Agricom à laquelle j'ai pris part dernièrement était super intéressant dans la mesure où ça abordait le point d'actualité qui est l'agriculture biologique. Dans cette agriculture-là, il était donc question de faire référence au compost. Le compost qui est le seul élément fertilisant qui contient tous les 16 principes, les 16 éléments dont une plante a besoin. Donc, en comparaison à tous les autres éléments, le compost est le meilleur. Cependant, étant donné donc que nous avons le souci de contrôler la santé du consommateur, d'assurer la préservation de l'environnement, la santé du sol et si possible aussi la santé de la plante. C'est donc un enjeu que tous les agriculteurs à l'heure actuelle convergent désormais vers cette forme d'agriculture. J'ai émis quelques points qu'il fallait qu'on essaie de respecter sérieusement sur que cette agriculture soit désormais très porteuse. Notamment la qualité hygiénique du compost et aussi la qualité sanitaire et la qualité agronomique, pardon, je voulais dire. Donc, lorsque le compost ne respecte donc pas ces deux exigences-là, la plupart des producteurs, des agriculteurs finiront toujours par abandonner, soit disant qu'ils ne sont pas satisfaits, et effectivement, ils ne sont pas satisfaits parce que le compost n'est pas de bonne qualité sur le plan hygiénique et sur le plan agronomique, notamment beaucoup plus le rapport carbone-azote, le pH de ce compost-là, et l'ensemble des éléments nutritifs dont ce compost est censé contenir pour que nos plantes puissent croître, se développer et nous fournir une très bonne productivité. Donc, parlez-nous donc de l'usage du compost dans l'agriculture. D'accord. Donc, principalement dans ce que je fais ici, qui est une forme d'urbanisation de l'agriculture, à travers l'ensemble des dispositifs que j'ai installés, il y a de cela 2 ans déjà. Le compost est donc l'élément majeur que j'utilisais dans ma fertilisation. Donc, en 1 an, j'ai fait le plus souvent 3-4 apports. Le premier apport au moment de la préparation du substrat en engrais de fond. Le second, 3 mois plus tard, et ainsi de suite. Donc là, c'est la fréquence à laquelle j'applique du compost à mes plantes. Et lorsque vous observez tout autour de vous, vous allez constater qu'il y a une véritable verdure, que ce soit ici, que ce soit sur les autres dispositifs qui ont été filmés. Ce travail, c'est par rapport au compost dont nous produisons le plus souvent sur place, un compost donc qui respecte donc toutes les exigences sanitaires et agronomiques qui nous permettent donc d'avoir des plantes qui ont une meilleure croissance, un meilleur développement et une meilleure productivité. Parce que ce n'est que grâce à ça qu'on peut assurer la préservation de l'environnement en limitant l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse qui non seulement altèrent le sol, polluent nos cours d'eau et lorsque les consommateurs ingurgitent donc ces produits, ils se font de plus en plus empoisonnés. Bonjour une fois de plus. Bonjour. L'atelier de ce matin va porter sur la fertilisation organique des fraisiers. À la suite de ça, nous ferions également une autre science sur le sévrage des fleurons. C'est une science qui se voudra être interactive. Je pose les questions, vous me répondez,
et on avance. Donc, c'est le format que nous allons adopter le plus souvent. Alors, qui de vous peut me rappeler la loi de Lavoisier? Dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En agriculture, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la fertilisation? Les ingénieurs, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la fertilisation? Kodok. Je pense qu'en agriculture, ça veut dire que tout ce qui n'a pas produit, ou tout ce que nous considérons comme déchets, nous n'allons pas le jeter. Nous allons peut-être utiliser cela pour faire des produits bioprocessés, ou nous allons utiliser cela peut-être pour fabriquer du compost, produire d'autres choses en fait. C'est mon avis. Est-ce que quelqu'un d'autre a un élément de réponse? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En agriculture, aussi simplement que ça, lorsqu'il s'agit de la fertilisation, tout ce qu'on apporte à la plante, elle va nous la restituer en intégralité. Donc la plante ne nous donne que ce que nous lui avons apporté. Donc vous prenez bien soin de votre plante, vous la nourrissez bien, vous l'entretenez bien, on aura en retour de beaux fruits et de belles récoltes. La plante s'alimente de combien de façons? Par les feuilles. La plante s'alimente De deux façons. À travers les racines, elle va prélever les éléments nutritifs dans le sol et à travers le feuillage, les stomates, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait donc la synthèse de l'énergie solaire qu'elle capte et la reconvertit en matière organique. Voilà les deux principales façons dont une plante se sert pour s'alimenter. Donc, si je prends ce plant qui est dans ce pocket, donc nous avons là des racines et nous avons là des feuilles. Ces racines vont donc prélever dans cette terre tous les éléments nutritifs qui s'y trouvent pour assurer sa croissance, son développement et une meilleure productivité. Au niveau du feuillage, grâce aux stomates qui s'y trouvent, ils vont donc effectuer la synthèse de l'énergie solaire qu'ils captent et la retransforment en matière organique. Donc voilà les deux modes de nutrition d'une plante, les racines et le feuillage. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Maintenant, on a combien de types de fertilisation? Lily, nous avons combien de types de fertilisation? Bachiro, on a combien de types de fertilisation? Lesquels? Oui. On a deux types de fertilisation. La fertilisation organique et la fertilisation minérale. Voilà les deux types de fertilisation que nous avons. Maintenant, quel est donc l'intérêt d'une fertilisation organique? Parce que c'est le sujet qui nous rassemble ce matin et ce sur quoi nous allons donc échanger. On verra la fertilisation minérale plus tard. Quel est l'avantage ou bien quels sont les différents avantages pour lesquels il est conseillé d'utiliser du compost, des fientes de poule, du charbon écologique, du fumier? L'intérêt, l'un des intérêts, c'est de favoriser la vie du sol d'abord. Oui, activer la vie du sol.
Notre intérêt, c'est améliorer la composition du sol. Oui. Non, Améliorer la texture et la structure du sol. Oui. Ça fait déjà 2 éléments. Qui complète? bon, à cela, je peux ajouter le maintien de la biodiversité au niveau des cultures, en fait de l'environnement où se trouvent les cultures. Le maintien de la biodiversité dans quel sens? Dans le sens où, en utilisant les produits biologiques, ça ne pourra pas porter atteinte à l'environnement. Et la santé des plantes ne sera pas très vulnérable. Ok. Et fertilisation durable du sol. Ça rend le sol un peu plus facile à travailler. Plus facile à travailler comment? Bon, peut-être que Bachir va commencer. Les engrais organiques, premièrement, permettent d'abord de nourrir le sol avant même de nourrir la plante. D'où il a dit activer la vie du sol, notamment à travers dans le développement des micro-organismes. Ça, c'est le 1. L'amélioration de la texture et de la structure du sol. Il a dit quoi d'autre? L'amélioration de la capacité de rétention en eau du sol. Quoi d'autre? Est-ce que vous comprenez sa question? Non, monsieur. Sa question est de savoir si l'utilisation des urines de lapin permet de fertiliser le sol ou bien de lutter contre certaines maladies ou encore bien si ça combine tous ces différents effets-là. Est-ce que quelqu'un peut lui répondre? Donc, les urines de lapin, en même temps, c'est des biofertilisants, en même temps, c'est des biopesticides. Est-ce qu'on est d'accord là? Voilà. C'est pourquoi actuellement, même les urines de l'homme, dans certains pays, dans le monde entier, c'est ça qu'on utilise pour l'agriculture. C'est ça qu'on utilise au niveau de l'agriculture. C'est-à-dire que certainement, il y a des analyses qui ont été effectuées et on a donc constaté que dans ces différents produits-là, il y a des principes actifs qui permettent de lutter ou bien de repulser certaines maladies, certains ravageurs. Et sur le plan de la fertilité, vu l'alimentation de ces différents animaux, ou bien l'alimentation de l'homme lui-même, c'est-à-dire que si on est bien nourri, dans nos urines, on va retrouver des éléments intéressants. Est-ce que vous savez que même nos propres excréments, les excréments de l'homme, sont déjà utilisés en agriculture biologique? Monsieur, s'il vous plaît, au Congo, on vend un bidon de 10 litres d'urine à 50 000. 50 000 francs CFA. Voilà. Bon, mais monsieur, mon problème au niveau de ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est un fertilisant, mais je peux dire, un biopesticide. Je ne pense pas que ce sont toutes les urines qui sont les biopesticides. Les urines de lapin, si. Mais d'après les informations que j'ai pu avoir, les urines de l'homme ne sont pas, sont des engrais, des fertilisants, mais ça ne joue pas un rôle peut-être tel que nématicides ou biopesticides ou quoi que ce soit. Les urines de l'homme. C'est même beaucoup plus conseillé d'utiliser les urines de l'homme avec petit h que d'utiliser les urines de la femme. Parce que les urines de la femme contiennent un fort taux d'acidité qui peuvent jusqu'à peut-être détruire la plante, pas le sol, mais la plante en elle-même.
oui, le développement de la plante. C'était juste le petit ajout que je voulais faire. Bien que peut-être nous pouvons aller faire des recherches, mais sinon voilà ça. Donc, l'urine de lapin, par exemple au Congo, 10 litres que nous buvons tous les jours, 1200, super bon, c'est 50 000 francs là-bas au Congo. Voilà, à mélanger, ils utilisent maintenant nos excréments pour ajouter au compost qu'ils ont naturellement, qu'ils font naturellement. Voilà. Ok, merci pour l'ajout. Maintenant, ce que je voudrais dire là, sur la base de ce qu'il a dit, est-ce qu'on peut directement récupérer les urines de lapin ou les urines de l'être humain et faire une application directe directement sur une plante? Non, monsieur. Il faut observer minimum 2 à 3 semaines de fermentation pour qu'il n'y ait pas d'effet négatif, d'impact négatif sur les cultures. Donc c'est pour dire que dans toute chose, lorsqu'on ne maîtrise pas l'itinéraire technique d'utilisation, les conditions d'utilisation, l'excès s'annule. C'est pas parce que c'est bio, c'est non bio qu'il n'y aura pas d'impact négatif sur la plante. Donc on doit savoir comment utiliser tel ou tel produit pour éradiquer le problème qu'on cherche à résoudre. Actuellement, à Yaoundé, il y a un projet dans lequel j'ai participé. C'est un projet financé par l'Union européenne, porté par la fondation Bill et Melinda Gates. C'est un projet de valorisation des boues de vidange à la station d'Etoua. Je ne sais pas si vous connaissez Etoua. Donc, il y a tout un vaste site qu'on a aménagé. Et c'est là qu'on collecte tous les excréments, les urines, les chiottes de toute la population de la ville de Yaoundé. Et c'est là qu'on y déverse. Le projet vise maintenant à transformer tous ces différents excréments-là et les revaloriser en agriculture. Donc on prend les excréments humains, on en fait du compost et on replique en agriculture. Biogaz. Donc il y a de tels projets qui sont en gestation. Et s'il y a encore d'autres questions ici, on va clôturer avec cet atelier et passer à un autre atelier.